Votre talent à vous, c'est? Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear one end. It's dangerous and I'm loving it. Je suis extrêmement mal à l'aise, D'accord. mais je pense que je dois pas avoir le bon CV parce que moi j'ai le CV de Monsieur Carme Sanchez. Ouais, alors non, il existait il y a 3h30, mais je décidais de me mettre sur mon 31 pour vous rencontrer aujourd'hui. Alors, malaise à l'entreprise cis hétéro genré normé. You're welcome. Comment on fait? Ben, on va essayer d'avancer ensemble. Très bien. C'est-à-dire, je dois m'adresser à... Alors, quand il y a 3h30 de maquillage, à elle, Elle voilà, c'est Nicky Doll. Je pense que si vous me prenez dans votre entreprise, je viendrai travailler comme ça. C'est mon uniforme de travail. Ok. Donc, vous êtes à la fois madame et monsieur. Voilà. Madame à l'entreprise, monsieur à la vie. C'est pas un problème de poser des questions? De se tromper? Pas du tout. Aucun souci. Ok. Il n'y a pas de question bête. Très bien. Quelle est votre activité? Alors écoutez, j'en ai plusieurs, mais c'est vrai que je suis donc drag queen professionnelle. Je performe, je chante, je fais de la télé, je présente des émissions. Voilà, le CV est long. Si vous pouviez m'expliquer vraiment plus précisément ce qu'est le drag, Bien sûr. nom que je ne connaisse pas. Le drag, c'est un art scénique où on commente le genre. J'emprunte des codes féminins, donc pour ma part, parce que je suis drag queen, et je performe sur scène, donc soit du playback, donc lip sync, c'est 2 mots américains pour quelque chose que je sais exprimer en français, mais je peux aussi danser, chanter, chose que je fais aussi, et c'est tout simplement un moyen de m'exprimer sur scène, et c'est un art queer. Cuir. Cuir au velours. Ah là là. Donc, drag, c'est votre mode de vie ou votre travail? C'est mon travail, Carl est qui je suis, et Nikki est ce que je fais. Madame à la scène, monsieur dans la vie. Ouais. Mais c'est madame qui bosse le plus. C'est madame qui ramène le salaire à la maison. C'est le Pour- sexe fort. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi il fallait madame pour devenir monsieur? Je sais pas s'il fallait madame pour devenir monsieur, mais c'est vrai qu'il m'a fallu être madame pour me révéler en tant que monsieur. Ça m'a permis de vraiment m'accepter en tant qu'homme en me rendant compte en fait que en empruntant des codes d'un autre genre, je pouvais me permettre de rire en fait de la société, des codes qu'on nous inflige, de tous ces codes masculins qu'on a essayé de m'inculquer tant bien que mal en étant plus jeune. Et en fait, c'est que en m'exprimant créativement et en étant fier de ma part de féminité que j'ai appris à m'exprimer en tant qu'homme. Nicky Doll, c'est un nom de scène? C'est un nom de scène. Très bien, ça signifie quelque chose? Poupée en anglais, mais sinon non, c'est Vous êtes juste... polyglotte. Exactement, I try. Très bonne à l'oral. Très bonne à l'oral. Aïe, 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 pardon. Il n'y a pas de souci, les deux sens étaient justes. Je voulais pas aller par là. Parlez-moi de vos activités, de vous. J'ai 31 et je fais donc du drag. Je présente Drag Race France depuis 3 saisons maintenant sur le service public, qui est un très beau message à faire passer à nos chers citoyens. Vous pouvez me parler de ça? Qu'est-ce que c'est? Drag Race France est une compétition de drag queen qui passe sur le service public sur France 2 et France.tv. Et en fait, je réunis chaque année les meilleures drag queens de France afin d'élire la nouvelle reine du drag français. Donc c'est un peu le meilleur pâtissier et vous êtes la cerise sur le gâteau. Je suis le four. Je trouve ça intéressant quand même de préciser un truc, c'est que vous êtes un peu raz-de-main à demi dans ce programme, non? Oh, écoutez, j'ai encore plus envie de venir travailler avec vous et je suis exactement ras-de-main à demi. Je présente en homme et en femme. Ce qui est important, c'est de montrer le personnage scénique, mais aussi montrer l'humain qui se cache derrière, afin déjà non seulement d'humaniser ces artistes qui ont très souvent été peu compris, stigmatisés, accablés de plein de clichés qui étaient erronés, et aussi surtout montrer le vécu qui se cache derrière en fait tous ces artistes qui sont très doués sur scène mais qui se nourrissent de beaucoup d'aspects positifs de leur vie mais aussi de beaucoup de traumatismes et qui l'ont transformé dans un shaker, en un sublime art à présenter aux Français. Vous dites que c'est méconnu parce que ça existe depuis... C'est pas méconnu, mais ça a été très difficile de le faire connaître à sa juste valeur avec ses vraies définitions. Et le drag existe depuis la nuit des temps. Depuis l'Égypte antique, on a des shows
où des hommes se transformaient en femmes et des femmes se transformaient en hommes pour performer. On se rend pas compte que le drag, il a existé un peu partout. On a des rois de France qui faisaient du drag, qui portaient des perruques, des talons. Donc en fait, tous ces codes qui maintenant, dans notre société actuelle, ont tendance à être critiqués, en fait, quand on retourne un peu dans le passé, on se rend compte que c'était pas si binaire que ça. Mais c'est vrai qu'en France, pendant très longtemps, on a respecté le transformisme qui existait dans le cabaret, parce qu'on se transformait en Dalida, on se transformait en Liza Minnelli. C'était quelque chose de la nuit qu'on tolérait de 1h du matin à 4h. Après, il fallait pas nous voir, il fallait pas qu'on ait des droits. Mais c'est vrai que le drag a été très souvent confondu avec la transidentité, avec le travestissement, avec la prostitution. On a eu tendance à nous sexualiser beaucoup, alors que c'est un art scénique qui est d'ailleurs très compliqué à faire et qui demande beaucoup de talents divers et variés. C'est un costume ou une carapace ? Je pense que c'est un costume avant tout. Ça a été une carapace et ça a permis aux gens, en utilisant les atouts qu'on pensait être fictifs, réaliser qu'en fait, ils étaient à notre disposition à tout temps. Parce qu'en fait, le personnage drag qu'on se crée, c'est nous. C'est juste que ça nous permet de vraiment, comme Clark Kent et Superman, de vraiment s'exprimer et déployer toute sa force. Donc je peux quand même vous faire travailler en tant que Carl Sanchez. Bien sûr, j'arriverai plus tôt au travail d'ailleurs. Les horaires de travail, ça vous convient ? Un 10-19 ? 12-21 ? C'est un décalé, ça. J'ai 3 entrées à mon tableau Excel en ce qui concerne les fonctions dans l'entreprise. Ouais. Qu'est-ce que je mets ? Je suis très bonne en relations humaines. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre Je peux vous proposer un rôle de DRH. Exactement. Je fais déjà un rôle dans DRF, donc du coup, DRH, ça me va aussi. DRF ? Drag Race France, il faut suivre. Ah oui, vous êtes un peu la DRH. Je n'avais pas fait le rapprochement. C'est malin. Je suis très pédagogue aussi, donc je pense que je pourrais être aussi une très très bonne manageuse. Ce serait quoi le meilleur conseil que vous pourriez donner pour être mieux dans sa peau ? D'arrêter de se prendre la tête et d'écouter les autres. Ok. Concernant vos 3 fonctions Oui. principales, qu'est-ce que je mets ? Chanteuse. Ensuite, je dirais présentatrice télé et globe-trotteuse. Ah oui. Oui, parce que je montre aussi dans une émission de voyage, qui est aussi sur le service public, le genre à travers les cultures et les religions dans le monde. J'ai eu la chance d'aller en Inde, au Mexique, au Japon et en Grèce pour montrer à ces jeunes générations qui pensent que la non-binarité et la transidentité est un phénomène de mode, qu'en fait dans d'autres pays, dans d'autres religions, c'est tout à fait normal depuis très longtemps. Vous êtes né au mauvais endroit, vous pensez ? Non, je pense que je suis exactement là où je devrais être. C'est pas forcément la place la plus privilégiée, mais je me verrais pas dans une autre génération ou dans un autre pays où je pense que le travail que je fais ici est passionnant et amplement nécessaire. C'est quoi le plus compliqué ? Vous sembliez dire... Le plus compliqué, c'est de devoir gérer l'ignorance de certaines personnes qui veulent se borner à rester dans leur position. Mais ce que j'aime énormément dans mon travail, c'est que grâce à des émissions qui prônent des valeurs de tolérance, mais qui va aussi énormément divertir, on arrive à ouvrir les mentalités et à fédérer. D'ailleurs, c'est quelque chose que je réalise très souvent sur la route en France, que c'est pas uniquement des gens de la communauté qui viennent nous célébrer, nous les queens, mais aussi beaucoup de familles, beaucoup de personnes cisgenres, hétéros, qui viennent apprécier ça et qui se sentent juste en sécurité autour de nous. Quelle est votre plus grande contribution à l'entreprise publique France Télévisions selon vous ? Mis à part évidemment la représentation queer sur le service public qui permettent aux nouvelles générations de pouvoir se voir à la télé, chose que je n'ai pas vécue. Je rapporte aussi des chiffres parce qu'on est à plus de 11 millions de téléspectateurs sur cette émission, ce qui est plutôt un joli flex avec du mascara et du rouge à lèvres. C'est plus que Miss France, je crois. Je pense que vous avez raison. À vous entendre, on est quand même plus proche d'une politique RSE, inclusion et diversité, que d'un divertissement. Vous diriez que ce sens trouvé dans le travail, c'est votre moteur ? Absolument, je pense que c'est important de sensibiliser les gens à nos histoires, à notre vécu, à comment nous respecter en société et au travail. Et je pense qu'on est une force de travail qui est absolument incroyable et très divertissante. Ah. C'est pas négligeable le divertissement, c'est vrai. Je pense que c'est un atout primordial pour le bon déroulement d'une équipe en entreprise. Selon vous, c'est quoi la principale qualité d'une drag queen ? Je dis bien ? Bien sûr, drag queen. Dites-le encore une fois. Drag queen. Drag queen. 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 Drag queen. Voilà. La principale qualité d'une drag queen, c'est déjà sa beauté, mais après, c'est surtout avoir un message à faire passer, avoir un point de vue scénique. En fait, chaque reine a son talent, et le drag, c'est un éventail qui permet à d'autres talents de s'exprimer. D'ailleurs, quand vous regardez Drag Race France, vous pouvez voir dans le talent show, qui est un des épisodes, chacune vient présenter un numéro qu'elle sait faire, qui lui est propre, avec un talent
qui lui est propre. Votre talent à vous, c'est? Baby, can't you see I'm calling a guy like you should wear warning. It's dangerous and I'm loving it. Je rougis. Qu'est-ce qui vous résiste aujourd'hui? Pas grand-chose, mais je dirais certains de mes vieux pantalons me résistent, ils n'arrivent plus à fermer depuis le Covid, mais je perds pas espoir. On va peut-être reprendre votre parcours, revenir à vos compétences, qui serait vraiment pas mal. Ouais. Je vois des études de communication à Paris 8. Oui. Pour quelles raisons vous vous dirigez vers ces études-là à l'époque? J'avais envie d'être dans l'événementiel, je savais que secrètement je voulais être sur la scène, mais vu que c'était quelque chose que j'arrivais pas forcément à normaliser dans ma tête, je m'imaginais pas capable de pouvoir arriver à réaliser mes rêves. Donc je me suis dit, au moins fais des études dans l'industrie qui s'en rapproche le plus. Et donc du coup je me suis dit, si je peux pas être sur scène, autant organiser l'événement qui a une scène. Vous en retenez quoi? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous avez apprises pendant ces études qui vous servent aujourd'hui? Avoir réponse à tout aux entretiens d'embauche. Très bien. Vous allez au bout de ces études ou pas? On va au bout de la licence et on va pas à la fin des études. Je voulais vraiment avoir un bac+5, je voulais faire un master. Puis après, j'ai voulu faire un BTS en alternance, chose qui est beaucoup plus compliquée qu'on ne le croit, à trouver une entreprise à temps. Et donc, à un moment donné, j'ai abandonné parce qu'il fallait que je survive et que je finançais tout seul mon loyer, mes factures et mes frais scolaires. Donc du coup, je me suis permis une année sabbatique où j'ai commencé à découvrir le maquillage de manière professionnelle et j'ai plus jamais remis les pieds ni à la fac, ni au BTS, ni au master et j'ai continué à bosser en tant que maquilleur. Oui, c'est ça que je vois. 3 ans chez MAC Cosmetics. Racontez-moi. Vous êtes en boutique, vous maquillez des clients. Comment ça se passe? Alors, pour être honnête avec vous, je me fais la main sur pas mal de mes premières clientes parce que je n'ai pas fait d'école de maquillage, mais j'avais toujours ce don, je le faisais sur moi. Mais j'ai appris à utiliser toutes mes qualités de pédagogue et surtout d'écoute pour apprendre à répondre aux attentes des clients. Donc j'ai utilisé le maquillage et je l'ai adapté en fonction des personnes qui avaient en face de moi. Et ça a été une école incroyable de travailler chez MAC parce que j'ai bossé par exemple au Galeries Lafayette et je pense que si vous êtes déjà allé au Galeries Lafayette, je pense que d'ailleurs votre chemise vient de là, il y a beaucoup de clients de tous horizons et donc j'ai appris à comprendre ce que voulait dire la beauté en Afrique noire ou en Asie ou pour une Suédoise ou pour une Française et aussi les techniques et les tendances de maquillage en fonction des cultures. Et du coup, ça m'a permis de vraiment me professionnaliser et être encore plus versatile sur le maquillage. Vous êtes quel type de vendeuse? Un requin. Mais un requin qui a du cœur. Donc du coup, non seulement je faisais l'un des meilleurs chiffres des boutiques où j'étais, et en plus de ça, je construisais une clientèle fidèle parce qu'elles adoraient passer du temps avec moi. Et elles savaient que je leur prouvais par A plus B que le maquillage que je leur vendais leur servait à quelque chose. Employé du mois, c'était quoi votre meilleure technique? C'était encore une fois surprendre par la démonstration, convaincre par l'exemple et ruiner par la caisse. Très bien. C'est une très bonne nouvelle pour l'entreprise. Ravi. Vous savez convaincre. On passe aux États-Unis en 2015, c'est ça? Exactement. C'est 2015. Vous quittez la France pour les États-Unis. Alors là, je dois dire que je ne comprends pas comment on peut quitter un CDI pour être freelance là-bas. Tout simplement parce que j'avais envie de me challenger. J'ai réalisé qu'à l'âge de 25 ans, si je prenais pas des gros risques, maintenant je les prendrais sûrement jamais. Et tant qu'à tout changer dans ma vie, ma culture, mes amis, ma langue, mon pays, ma ville, etc., autant me challenger encore plus. Et donc, au lieu de retourner dans une boutique ou une marque de maquillage, j'ai décidé de me challenger et d'être signé en agence et d'essayer d'arriver à des jobs et des salaires du coup beaucoup plus conséquents. C'est le cas? Ça a été le cas. Maintenant, je fais plus de maquillage à temps plein parce que je suis devenu le maquillage, mais j'ai réussi à vivre du freelance pendant des années à New York, à San Francisco, et en étant signé en agence, en travaillant sur des campagnes de mode, beauté, et j'en garde de très bons souvenirs. Je vois que vous travaillez pour le groupe Coty.
qui est situé à l'Empire State Building. Oui. Ce n'est pas rien. Qu'est-ce que vous retenez de ce moment là-bas, dans cette entreprise? Ouais, alors je retiens un très bon et un moment très stressant parce qu'en fait, c'est vraiment le moment où il y a eu une intersection entre Karl, le maquilleur, et Nicky Doll, la drag queen. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est maquilleur, on a tendance à pas forcément mettre en exergue le fait qu'on fait du drag parce que les personnes qui nous emploient peuvent penser qu'on a la main lourde dans le make-up, alors que généralement, on maquille une Ukrainienne de 17 ans qui a déjà une peau parfaite, on lui met un peu de bébé crème, on dit « Ah, c'est bon, elle est magnifique ». Elle était déjà magnifique. Donc voilà, donc le drag, c'est pas forcément quelque chose qu'on met en avant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'avais ce client en tant que maquilleur, je m'accrochais pas mal à ce client parce que ça me payait mes factures. J'étais nouveau à New York, je dépendais vraiment, c'était je crois que mon seul client à l'époque. Il y avait une photographe ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les industries d'ailleurs, en France beaucoup, les clics de personnes en freelance restent beaucoup entre elles. Elle ne dérogeait pas à la règle, elle ne comprenait pas comment un petit jeune Français de 25 ans pouvait se retrouver dans un job qui lui a fallu peut-être des années à avoir. Et donc, elle a essayé de me saboter un petit peu avec la directrice artistique en disant « Ah, mais Karl, tu devrais montrer à Diane la photo que tu as postée sur Instagram hier soir. » Donc, c'était une photo de moi en drague qui avait fait déjà la cover d'un magazine. Très underground, 2000 followers sur Instagram, on n'en parlera même pas. Mais j'étais déjà en cover et j'étais content et c'était vraiment plus un hobby à l'époque parce que je normalisais pas l'idée de pouvoir vivre du drag. Et là, ce qu'elle voulait faire concrètement, c'était essayer de me décrédibiliser en tant que maquilleur auprès de la marque. Sauf qu'en fait, quand la directrice artistique a vu la photo, elle m'a demandé de venir la voir dans son bureau à la fin de la journée de travail. Moi, persuadé que ça allait être ma dernière journée de travail. Sauf qu'en fait, à la fin, elle me demande, écoute, je suis assez impressionné par ton talent de maquillage et surtout savoir ce que tu sais faire la journée en tant que Karl pour les marques qu'on te présente, mais est-ce que tu as su faire pour ce shoot? On a perdu un gros client il y a des mois qu'on essaie de récupérer. C'est un client qui aime la couleur, qui aime la plate couleur et je pense que tu sauras faire les deux. Et donc, on a refait un test avec ce client et on a récupéré le client grâce à moi et on l'a gardé pendant 2 ans. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que Nicky était clairement un monstre qu'il fallait pas que je garde dans le placard. Ça allait devenir un outil énorme pour arriver à mes fins machiavéliques de succès, d'ambition et de réussite. Et de beauté. Donc vous travaillez très bien en tant que maquilleur, ouais. Et puis vous arrêtez. Pour quelle raison à nouveau? C'est presque de l'auto-sabotage. Encore une fois, oui, c'était un gros challenge, c'est un gros risque que j'ai pris. Mais en fait, j'étais arrivé à une période de ma vie où j'avais réussi un peu tous les challenges que je m'étais fixés, c'est-à-dire déménager aux États-Unis, m'implanter là-bas, avoir une sécurité financière et de carrière. On n'arrêtait pas de me relancer dans ma deuxième carrière, donc qui est Nicky à l'époque, qu'il fallait à tout prix que je participe à une émission américaine qui s'appelle RuPaul's Drag Race, qui est une compétition de drag queen. Et donc j'ai postulé un soir sur internet et j'ai été prise tout de suite. Et donc du coup je me suis lancée dans cette compétition en anglais, sans vraiment savoir dans quoi je mettais les pieds. Et ça a été vraiment le nouveau chapitre de ma vie qui a débuté et qui a commencé. Au moment où vous vous inscrivez, vous avez un plan clair en tête? Non, pas vraiment. C'est vraiment, j'étais un peu kamikaze. Je me suis dit, voilà, ça va me permettre de pouvoir me challenger, savoir vraiment me connaître mon niveau de drague. J'avais oublié l'aspect anglophone de la compétition. Mais en plus de ça, je me suis dit, dans tous les cas, je vais pouvoir gagner en notoriété et je pourrais peut-être du coup accéder, j'avais encore cette mentalité maquilleur, accéder à des clients qui m'auront vu en drague, qui m'auront vu faire mes preuves sur moi, me donner des jobs que j'aurais pas réussi à avoir en étant lambda dans une agence. Ah oui, ça vous permettait d'élargir votre carnet d'adresses de clients. À l'époque. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai fait l'émission, que j'ai commencé à gagner en notoriété, j'ai commencé en fait à normaliser dans mon esprit que je pouvais en fait être fier de vivre du drag, d'être une drag queen qui pouvait faire carrière, parce que c'est quelque chose que j'étais pas habitué en France. On n'avait pas ce genre de représentation-là. Donc je normalisais pas le fait de pouvoir vivre du drag et de m'exprimer artistiquement et de m'éclater artistiquement. Les États-Unis m'ont fait réaliser que c'était un plan de carrière que j'avais pas vu venir. Sauf qu'en fait, elle avait toujours été là. Est-ce que vous avez d'autres activités à me signaler? Alors écoutez, oui, je suis aussi chanteuse ou chanteur. Karl et Nicky ont sorti maintenant 2 singles.
singles. Le premier est I Had a Dream, qui est déjà sorti avec Universal France, donc je suis signé en plus de ça au label. Et j'ai mon nouveau single qui s'appelle Oublié, qui est mon premier single en français à 100%. Et je suis ravi de pouvoir développer mon empreinte musicale, parce que le drag, on fait beaucoup de playback sur le corps de travail d'autrui. Et j'adore pouvoir performer sur mes propres chansons et donner mon propre point de vue artistique. Vous parlez de musique de manière professionnelle, mais je trouve qu'on parle beaucoup de travail, c'est l'objectif de cet entretien. Maintenant, est-ce que vous avez des hobbies? Est-ce que vous prenez soin aussi des moments de repos, de relâchement, etc.? J'adore voyager. Je l'ai montré aussi avec les voyages de Nikki, mais je voyage aussi quand je ne shoote pas une émission. J'adore me challenger et apprendre, je suis quelqu'un de très curieux. Le voyage, ça vous vient de l'enfance? Ouais, en fait, ma maman donc voulait être hôtesse de l'air quand elle était jeune. Elle m'a eu à l'âge de 22 ans et je pense qu'elle s'est dit à elle-même que ça allait pas la stopper. Et donc, je suis né à Marseille, j'ai déménagé dans les Caraïbes, après on a vécu au Maroc, après je suis arrivé à Paris pour mes études, puis ensuite j'ai déménagé à San Francisco et maintenant j'habite à New York. Donc j'ai toujours très souvent été le nouveau de la classe, j'ai très souvent dû me renouveler, me réintroduire au monde. Et en fait, c'est quelque chose qui maintenant fait partie de mon quotidien. Ça ne me fait pas peur, ça ne m'effraie pas. Votre foyer fiscal est en France ou aux États-Unis? Ça dépend de qui demande. On dit souvent que le voyage forme l'esprit à une forme d'ouverture. Est-ce que c'est le cas? Bien sûr, je remercierai jamais assez ma maman d'avoir fait tout ça, même si c'était pas forcément simple d'être nouveau, de pas avoir d'amis d'enfance, ce genre de choses, parce que ça m'a permis oui, je suis français, mais je suis avant tout une citoyenne du monde, et ça m'a permis de vraiment normaliser que l'autre est pas du tout l'ennemi, c'est juste l'autre, et qu'on peut vivre ensemble. Et donc j'ai vécu avec 36 000 cultures autour de moi, et du coup j'arrive, ou en tout cas j'aspire à être l'allié d'un maximum de personnes, parce que justement tout est normalisé autour de moi, il n'y a rien qui est un point d'interrogation, qui est inquiétant. Toute personne mérite d'être respectée, d'être tolérée, d'être défendue. Et j'ai eu la chance d'être éduqué à ça dès très jeune. C'est aussi, j'ai l'impression que vous le citez quand même dans votre CV, ce qui est original, dans les jeux vidéo, Oui. Que vous trouvez un territoire libre. Oui, à défaut de pouvoir trouver les miens tôt, il a fallu que je me recrée une autre réalité pour survivre au quotidien. Et c'est vrai que je me suis vachement échappé dans les jeux vidéo, dans les dessins animés, dans les mangas. Et en fait, ça me permettait d'avoir une réalité alternative qui me permettait de me sentir beaucoup plus à l'aise, parce que dans la culture, par exemple, japonaise, avant même que le terme de non-binaire soit vraiment quelque chose, il y avait cette dualité de genre dans certains personnages. Il y avait des hommes qui étaient très efféminés, il y avait des femmes qui étaient quand même assez très fortes, et il y avait des histoires comme Ranma 1/2, qui est un homme qui se transforme en femme. Donc je me sentais beaucoup plus safe dans ce genre de société fictive, et donc ça me permettait de récupérer du rôle que je jouais en fait de 8h à 18h à l'école. Être une icône, c'est un travail? C'est une responsabilité. Je pense qu'être une icône, c'est pas juste pouvoir inspirer, c'est aussi représenter et essayer de s'éduquer au maximum pour prôner des messages qui sont importants à faire passer. Le drag, ça reste quelque chose de politique et ça reste aussi un moyen de pouvoir défendre des minorités qui ont besoin de l'être. Ça s'est fait automatiquement en vous, ça? Ou ça a été un trajet? J'aspire pas forcément à être un modèle. Je ne me considère pas comme une icône. J'accepte le compliment, mais j'essaie juste d'être la meilleure personne possible. Si vous n'aviez pas été Nikki Doll, vous auriez pu être... Cher. Quoi d'autre? Madonna. Ok, donc impossible. Ou alors professeur des écoles en CE1, parce que c'était ma profession. J'étais persuadé que j'allais finir prof des écoles avec ma petite classe et mon système de points verts et points rouges et ma propre petite déco. C'était voilà. Alors on n'est pas très loin avec Drag Race. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les élèves sont un peu plus étoffés dans leur uniforme d'école, mais voilà, j'ai fini prof. Si on regarde un peu plus loin votre carrière, quelle est la rencontre qui a changé vraiment votre vie? C'est impossible de pas dire RuPaul. Je pense que RuPaul, c'est quand même quelqu'un qui m'a permis de me transformer dans ma vie et de pouvoir permettre à cet art qui m'a autant aidé dans mon développement personnel à devenir en fait ma carrière et à pouvoir en fait porter le flambeau de ce qu'elle a fait pour la communauté depuis les années 90 maintenant.
RuPaul est donc la c'est votre psychiatre? C'est pas loin. Ça peut être mon psychiatre, ça a été mon inner saboteur aussi, parce que c'est elle qui m'a éliminé du coup dans la saison 12. Mais c'est la maîtresse de cérémonie de RuPaul's Drag Race. Et c'est la drag queen la plus connue au monde. Le Steve Jobs du drag. Exactement, c'est l'iPhone du drag. Ok, je comprends mieux. Et elle a la batterie qui dure longtemps. C'est-à-dire? Bah, elle est pas née hier. Vous voyez la suivre dans une carrière relativement similaire? Ah bah, je pense que n'importe quelle personne rêverait de pouvoir faire la moitié de ce qu'elle a réussi à entreprendre dans sa vie. C'est quelqu'un qui travaille depuis plus de 35 ans dans ce métier, en sachant que il y a 35 ans, c'était pas du tout les conditions de travail dans lesquelles on est maintenant, même aux États-Unis. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a fédéré autour d'un art qui était encore bien trop obscur, et c'était dangereux de faire du drag à l'époque. Elle a créé un empire qui permet maintenant aux gens de normaliser, de comprendre ce que c'est, et maintenant on a carrément des franchises de son travail qu'on se réapproprie évidemment. Bon, cette franchise est quand même vraiment à la française. Votre émission sur France Télévisions, c'est ça? Exactement, mon école de drag, mon CE1 drag queen. Vous parlez des conditions de travail, j'ai du mal à m'imaginer en tant que drag queen. Les conditions de travail en tant que drag queen maintenant sont agréables parce qu'on est payé à notre juste valeur. On a souvent, quand on peut, une loge avec une clim pour qu'on puisse vraiment être au meilleur de nous-mêmes, et ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'ai commencé à me maquiller dans des soirées où j'étais payé au ticket conso, je me maquillais à côté des poubelles avec le flash de mon téléphone. Mais il fallait que je sois contente de pouvoir monter sur scène. C'était un privilège de pouvoir faire ça en étant ce que je faisais. C'était un hobby? C'était un hobby, c'était pas quelque chose qu'on prenait au sérieux. On préférait mettre des go danseurs hétéros, stéroïdés sur scène plutôt que des drag queens. Mais les choses ont changé. Est-ce qu'il y a des rêves qui vous sont encore inaccessibles? Je me découvre de nouveaux rêves au fur et à mesure que ma carrière avance. Continuer à apporter une communauté qui mérite d'être représentée et juste de m'éclater. Parce qu'on va tous mourir, les gars. On va vraiment tous mourir. Donc voilà, juste essayer d'avoir du fun. Même au travail, dans la nouvelle entreprise, avec ce poste que vous allez sûrement me proposer. Si vous aviez un conseil à me donner? Le bleu, c'est pas votre couleur. Oh, choc. Too soon? Bah non, je vous écoute, allez au bout. Je suis ravi en tout cas de pouvoir vous proposer d'autres couleurs qui vous iront au teint. J'ai plein de choses dans ma garde-robe, des pantalons qui ne me vont plus, qui vous iront à ravir. Merci madame. Merci. Je vous laisse faire entrer le suivant. Paloma.